jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17. Mon invité, c'est Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker, Vidmadose, Chronodose. Bonjour Guillaume Rosier. Bonjour. Vous avez vu, vous êtes invité à 8h15. Ça aurait pu être la ministre, mais Amélie de Montchalin, on a été grand plaisir à la recevoir tout à l'heure, à 7h45. Mais la vedette aujourd'hui, c'est vous, Guillaume Rosier. Et oui, parce que franchement, la France vous doit beaucoup. La sécurité sociale vous doit beaucoup. On a atteint ce week-end les 20 millions de primo-vaccinés, première dose du Covid pour les Français. En grande partie, sans doute, je sais que vous êtes plutôt de nature modeste, mais sans doute grâce à vous. Peut-être qu'on a eu un rôle à jouer dans cette accélération de la campagne vaccinale. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on a 20 millions de primo-vaccinés, c'est d'abord grâce au personnel soignant. Bien sûr. C'est grâce aux différentes personnes qui ont déjà trouvé un vaccin, qui ont permis de l'industrialiser. C'est grâce aux différentes personnes qui ont permis de commander des doses de vaccins. Et puis c'est aussi grâce aux plateformes de réservation, Doctolib, Keldoc, Maya et les autres, qui ont permis de réserver. C'est grâce à la French Tech. Ces créneaux de vaccination, c'est aussi grâce à la French Tech. Et c'est sûr que ça fait très plaisir. Maintenant, peut-être que nous aussi, on a eu un rôle à jouer pour accélérer la campagne de vaccination et pour permettre aux Français de trouver un créneau de vaccination un peu plus facilement, un peu plus rapidement, et donc d'optimiser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'aucun créneau ne soit perdu. Et si c'est le cas, ça nous fait évidemment grand plaisir. Il faut redire, il faut réexpliquer peut-être rapidement, parce que les gens qui vous voient et qui vous écoutent ne vous connaissent pas forcément, mais effectivement, vous avez fait l'actualité depuis plusieurs mois parce que vous êtes data scientist, et d'ailleurs, je veux quand même souligner que vous êtes aussi salarié par ailleurs de Octo Technologies, filiale d'Accenture, qui vous permet aujourd'hui de dégager un peu de temps, j'espère, pour continuer cette mission de service public que vous avez entrepris il y a plusieurs mois. D'abord, en prenant la data du gouvernement, en utilisant l'open data pour tracer la progression de l'épidémie. Ça s'appelait Covid Tracker, parce que vous êtes très modeste, mais il faut quand même se rappeler que vous êtes le premier à avoir dit « il se passe ça en Italie », on est quand même en février 2020, forcément, il va se passer ça dans 3 semaines en France. Et vous avez fini par attirer l'attention du président de la République. Oui, c'est un peu ça. C'est sûr que Covid Tracker, au début, n'avait aucune ambition. C'était pas prévu, c'était pas planifié. Ça a commencé avec ce fameux graphique qui comparait le nombre de cas en France et en Italie. À l'époque, la France était dans une situation confortable et pas du tout l'Italie qui commençait à avoir une situation. À l'époque, c'était comme Tchernobyl, ça ne dépasserait pas les frontières. Voilà, c'est ça. On avait un bon système hospitalier, pas l'Italie, et donc on pensait pas que ça pourrait arriver chez nous. Ensuite, ça a grossi. On a rajouté des fonctionnalités, des pages à Covid Tracker, et puis aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois, des dizaines de millions de vues, et donc des personnalités comme par exemple le président de la République qui utilise Covid Tracker. Donc c'est sûr que ça a complètement dépassé nos ambitions, ça nous a quelque part explosé entre les mains. On s'est rendu compte après coup de ce que c'est devenu. Quand vous dites on, ça c'est aussi intéressant parce que vous utilisez tout le temps le on, c'est que vous avez fait appel à la communauté de data scientists, par exemple sur les réseaux sociaux. Vous avez dit au début, vous avez bricolé, vous avez dit je peux pas faire ça tout seul. Est-ce que je peux trouver parmi mes pairs des gens qui m'aident, et grâce à eux, vous avez considérablement accéléré le délai de traitement des données. Oui, c'est exactement ça. Et donc sur Covid Tracker, on est une dizaine de personnes à travailler dessus depuis plusieurs mois. Sur Vidmadose, donc qui permet de trouver, qui agrège tous les rendez-vous de vaccination des différentes plateformes de réservation pour trouver un rendez-vous plus rapidement. Ça, c'est incroyable. Vous aspirez tous les sites qui existent, vous traitez et en quelques minutes maintenant, et vous synthétisez tous les créneaux disponibles. Voilà, et donc Vidmadose, j'avais fait la première version moi-même qui scannait toute la France en 5 heures à peu près, ce qui était déjà une bonne chose, mais ce qui n'était pas suffisamment rapide. Et donc j'ai fait appel sur Twitter à des compétences. Donc j'ai demandé à des personnes de me rejoindre. Une centaine de personnes nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, on a environ 100, 110, avec quelques dizaines de personnes qui sont toutes bénévoles, qui font ça le soir, le week-end, sur leur temps personnel, par plaisir. Et ces dizaines de personnes qui travaillent jour et nuit ont entièrement refait les algorithmes qui vont détecter les créneaux de vaccination disponibles. Et aujourd'hui, on peut scanner toute la France en 1 minute à 2 minutes, et on prend en compte désormais toutes les plateformes de réservation, pas uniquement Doctolib, mais aussi Keldoc, Maya, Ordoclick, Maforma, il y en a 5 en tout. Et donc on peut scanner toute la France en 1 minute pour détecter tous les créneaux de vaccination qui sont disponibles. C'est complètement du bénévolat. Est-ce qu'il y a un modèle derrière, ou c'est juste du temps libre entre quelques ingénieurs un peu surdoués? Alors ce projet, c'est du bénévolat, parce que
considère que c'est notre manière de lutter contre l'épidémie, c'est notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice dans la lutte contre l'épidémie pour sauver des vies et en finir le plus rapidement possible. Et donc ces dizaines de personnes sont bénévoles, sacrifient de leur temps personnel le soir, le week-end pour travailler sur ce projet. Et donc on n'a pas de modèle sur ce projet-là. C'est vraiment, ça nous tient à cœur d'aider les Français à lutter contre l'épidémie et en terminer le plus rapidement possible. Donc jamais vous n'avez eu l'idée de transformer l'essai en faisant un modèle économique? Pour l'instant, non. Sur ce sujet-là, je ne pense pas que ce soit opportun. Encore une fois, on pense vraiment que, en fait, ça nous ferait mal au cœur de rendre une partie du site payante parce qu'on considère que c'est des informations qui sont d'utilité publique et que chacun doit y avoir accès pour mieux lutter contre l'épidémie, pour préserver des vies et pour en terminer le plus rapidement possible. Vous avez eu des propositions pour autant? Il y a des fonds qui vous ont appelé? On a eu quelques propositions, surtout pour faire du placement de produits ou ce genre de choses, mais on tient à rester neutre et indépendant, donc on a refusé systématiquement. Maintenant, sur un autre projet qui viendra, on a probablement plein d'idées qui arriveront, mais sur ce sujet qui touche vraiment à la santé des gens en pleine situation sanitaire, on n'avait pas envie d'en tirer profit, on préférait que ça aide le plus grand nombre. L'autre projet, ça pourrait être quoi? Dans quel domaine? J'ai aucune idée, et tout simplement parce que j'ai pas envie de forcer une idée, je veux que ça réponde à un réel besoin, je veux que ça soit réellement utile, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec Covid Tracker et Vite Ma Dose. Il y a un mois, j'aurais jamais pu imaginer qu'on ferait un jour Vite Ma Dose. Il y a un an, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais Covid Tracker. Vraiment, si vous m'avez posé la question il y a un mois, j'aurais jamais pu dire dans un mois je vais faire Vite Ma Dose, et ça va permettre de trouver ça va permettre à des millions de Français chaque jour, parce qu'on a plusieurs millions, on a plusieurs dizaines, on a eu 30 millions de recherches effectuées en 48 heures la semaine dernière. J'aurais jamais pu imaginer ça. Et si on a pu imaginer ça, c'est parce qu'on a été très agile, très flexible. On a eu l'idée un jour, 3 jours plus tard, on avait déjà un prototype qui fonctionnait. Et je pense que c'est cette agilité qui permet vraiment de répondre à des besoins qui sont réels. Donc je ne peux pas anticiper quels seront les prochains projets. Peut-être qu'il y a une semaine, vous ne saviez pas que vous feriez Chronodose non plus, qui est une des fonctionnalités de Vite Ma Dose. Ça, c'est quoi Chronodose alors? Alors Chronodose, c'est une fonctionnalité de Vite Ma Dose qui permet aux personnes qui sont a priori pas éligibles, donc tous les plus de 18 ans sans comorbidité ou autre, ça leur permet de trouver un rendez-vous de vaccination très rapidement, donc pour le jour même ou pour le lendemain, en prenant un rendez-vous de vaccination qui n'a pas été pris par une personne éligible. Donc des doses qui seraient perdues. Et donc des rendez-vous, des créneaux de rendez-vous qui seraient perdus. Voilà, en tout cas des créneaux qui seraient perdus. Après des doses perdues, on ne sait pas parce que certaines peuvent se conserver quelques heures de plus. Bien sûr. Mais donc potentiellement oui, des doses qui sont perdues, ou alors au mieux des doses qui vont dormir une nuit de plus ou quelques jours de plus dans un congélateur, ce qui est quand même dommage puisque ça ralentit la campagne de vaccination. Et donc Chronodose est une fonctionnalité de Vite Ma Dose qui permet de faire cela. Elle est implémentée sur le site internet Vite Ma Dose qui est gratuit et sur les applications mobiles iPhone et Android de Vite Ma Dose. C'est vrai que ça ringardise quand même beaucoup le système public. Alors pas le système de santé, mais la gestion administrative du système de santé. On a posé la question tout à l'heure à Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation, et un peu piquée au vif, elle nous disait « Oui, mais bon, Vite Ma Dose, c'est bien, mais c'est parce que la France, contrairement à d'autres pays, est en avance en matière d'open data, de gratuité de la data mise à disposition par les ministères et le gouvernement. » C'est vrai, elle a raison, on est en avance sur ce point-là? Alors, en l'occurrence, sur Vite Ma Dose, on n'utilise pas de données open data publiées par le gouvernement. Donc, ça ne fonctionne pas pour Vite Ma Dose. Par contre, ça fonctionne pour Covid Tracker. Si on a pu créer Covid Tracker qui permet de suivre l'épidémie et de comprendre comment l'épidémie se développe en France et dans les différents territoires, dans les différentes régions, si on a pu faire Covid Tracker, c'est parce que l'État a publié en open data, donc de manière libre, gratuite sur Internet, des données très précises, très exhaustives sur l'épidémie, donc des données épidémiques, mais aussi des données sanitaires, donc le nombre de personnes hospitalisées, décédées de la Covid dans le milieu hospitalier, et aujourd'hui des données vaccinales aussi, combien de personnes sont vaccinées dans chaque territoire et dans chaque tranche d'âge. Et donc c'est grâce à cette publication en open data des données par le gouvernement, par l'État, qu'on a pu, nous, faire ces différentes initiatives. Donc ça montre quelque part l'importance dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'ouvrir, que l'État ouvre toutes les données qu'ils ont à leur disposition. Alors Guillaume Rosier, normalement, c'est fait, puisque suite à un rapport qui avait été publié en décembre, il y a une circulaire du Premier ministre depuis 15 jours, 3 semaines, qui demande à tous les ministères d'ouvrir leur data, de faire de l'open data et de nommer même un monsieur open data par ministère. Ça va vous donner plein d'idées à vous?
Oui, c'est une excellente chose. Et donc, un député, Éric Bothorel, a fait un rapport l'année dernière qui a été remis au Premier ministre en fin d'année pour explorer les pistes de l'open data. À partir de ce rapport, le Premier ministre a donc fait une circulaire il y a quelques semaines demandant à chaque ministre de nommer un responsable open data dans chaque ministère et de lister tous les jeux de données qui pourraient être ouverts cette année. C'est évidemment une excellente chose. Il y avait une loi numérique qui était passée en 2016 qui voulait normalement changer le paradigme de l'open data en France et qui voulait faire en sorte que chaque ministère, que la norme soit la publication des données et l'exception, la non-publication des données. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeux de données dans les administrations qui ne sont pas publiés. Je pense que c'est pas une bonne chose. Il faudrait que toutes les données publiques soient publiées, évidemment tout en respectant un cadre très strict pour respecter la vie privée. Ça permettra beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité et je suis sûr qu'il y a plein d'initiatives qui vont émerger de cette ouverture de données. Guillaume Rosier, vous allez susciter beaucoup de vocations ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être data scientist? Quelles sont vos études pour en arriver là et pour révolutionner un pays et son système de santé en quelques mois? Alors moi j'ai fait après un bac S, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur en informatique qui s'appelle Télécom Nancy, qui appartient au réseau Mines Télécom. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en informatique durant laquelle j'ai choisi une spécialité Big Data, c'est-à-dire traitement des masses de données numériques. Aujourd'hui la bonne nouvelle, c'est que grâce à Internet, honnêtement chacun peut se former en informatique, en data science, en data engineer, vraiment dans tous les métiers de la data. Je pense que chacun peut se former sur Internet. Il y a beaucoup de MOOC, de cours, de vidéos, de tutoriels. Internet est vraiment un espace de jeu extrêmement intéressant et complet pour acquérir toutes ces compétences en informatique et en data science. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir la Légion d'honneur, c'est vrai ça, Guillaume Rosier? Ah bah alors ça ne dépend pas de moi puisqu'en fait j'ai pas 20 ans de... Je crois qu'il y a des conditions strictes, il faut avoir 20 ans d'expérience et pour déroger à cette règle, il faut que le président de la République fasse une exception. Donc c'est pas à moi de décider. Ça vous ferait quoi si vous l'aviez? C'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est pas un objectif en soi. On n'a pas fait tout ça pour avoir la Légion d'honneur. Aujourd'hui, on s'investit pas le soir, le week-end, à midi, etc. pour avoir la Légion d'honneur. Maintenant, je pense que c'est une distinction qu'on peut difficilement refuser et qui, je pense, qui honore. On me l'a pas proposé, donc on verra à ce moment-là si ça arrive. En tout cas, nous, on a des dizaines, des centaines de mails, de messages qu'on reçoit tous les jours de gens qui nous disent on comprend mieux l'épidémie grâce à Covid Tracker, on arrive à trouver une dose grâce à Vite ma dose. Ça nous fait hyper plaisir, c'est ça qui nous booste au quotidien. Et ça nous ferait très plaisir aussi, au-delà d'une éventuelle Légion d'honneur, de faire un événement, par exemple à l'Élysée, pour remercier toutes les personnes qui ont participé à des initiatives numériques pour lutter contre l'épidémie. Donc il y a évidemment toutes les personnes, les dizaines et les dizaines de bénévoles derrière Covid Tracker, Vite ma dose, mais aussi plein d'autres initiatives qui sont indépendantes de nous. Je pense que ça serait une bonne idée de les remercier aussi. Voilà, la double vie de Guillaume Rosier, salarié d'Octo Technologies et donc fondateur de toutes ces belles startups de la French Tech, bénévole en plus.